Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. C'est de la poudre de perlimpinpin. Duel, combat singulier entre deux adversaires. Quand on pense duel, on imagine des épées, de la violence et à la fin la capitulation ou la mort de l'un des deux protagonistes. Restons raisonnables, il ne sera évidemment pas question de cela dans cet épisode, mais des débats de l'entre-deux-tours dans l'histoire des élections présidentielles. Et franchement, quoi de mieux que le mot duel pour qualifier ces moments hors du temps, où deux candidats se font face, à quelques mètres, élaborent une stratégie, se toisent, lancent des attaques, tentent de prendre le dessus avec un seul objectif, sortir vainqueur aux yeux des millions de téléspectateurs qui ont assisté à la confrontation depuis leur salon. Cette année, le débat de l'entre-deux-tours oppose Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour la deuxième fois. Mais plutôt que de parler de leur stratégie, on a voulu comprendre ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas pendant ces débats, en plongeant dans les archives. L'occasion de retrouver des moments marquants, nombreux, trop nombreux d'ailleurs. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir tous les évoquer. Je suis Maud Rieux et aujourd'hui dans l'arène pour cet épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis avec Bruno Dive, éditorialiste. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Et Jefferson Desports, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Commençons par recontextualiser l'exercice. Le premier débat entre les deux candidats qualifiés au second tour de la présidentielle a eu lieu en 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Pourtant, il y avait déjà eu des élections présidentielles avant ça. Pourquoi cet exercice ne s'est pas imposé dès le départ ? Bruno ? Alors, tout simplement parce que le général de Gaulle, dont on a parlé la dernière fois, dans notre dernier podcast avant le premier tour, vous vous souvenez qu'il avait refusé de faire campagne avant le premier tour. Il a accepté de le faire au deuxième tour, ça rappelle un peu quelqu'un d'ailleurs, mais c'était beaucoup plus exacerbé en 1965. Il a accepté de le faire, mais pas au point d'accepter de débattre avec son adversaire qui était François Mitterrand. Je sais même pas si la question s'est posée, si ça a été envisagé. Il y avait pourtant déjà l'exemple dont on reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'il a souvent servi d'exemple, de référence, l'exemple du débat entre Nixon et Kennedy en 1960 aux États-Unis pour une élection très serrée dont on avait dit que ce débat avait été déterminant pour l'élection de Kennedy. Donc en 1965, le général de Gaulle, dominant, écrasant le paysage politique, personne n'imaginait, et surtout pas lui, débattre avec l'homme du 18 juin. On pourrait se dire maintenant que c'est un passage obligatoire pour tous les candidats à l'Élysée. Pourtant, il y a quand même eu une année où il n'y a pas eu de débat. C'était en 2002. Jacques Chirac a refusé de se confronter à Jean-Marie Le Pen. Et dans son clip de campagne à l'entre-deux-tours, voilà ce que dit Jean-Marie Le Pen à propos de ce choix. Chirac, par une pitoyable dérobade, a fui le débat télévisé traditionnel que les électeurs attendaient. Il agite les oripeaux dérisoires d'un fascisme mort il y a 60 ans. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ils se moquent de vous et vous prennent pour des minus. Jefferson, avec le recul, est-ce que Jacques Chirac a bien fait de ne pas débattre cette année-là ? Si on en croit les résultats, on peut se dire que oui, puisque s'il a battu à plat de couture Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas eu de match pour le coup dans ce résultat électoral du deuxième tour, plus de 86% des voix de mémoire, donc voilà, c'est un score sans appel, mais au fond, Chirac a surtout dit qu'il ne voulait pas banaliser l'extrême droite et que c'est pour ça qu'il refusait ce débat. Il a dit qu'il a toujours mis en avant le fait qu'il n'avait jamais fait d'alliance avec le Front National et que ce débat aurait pu permettre de le banaliser et de l'installer. Au fond, quand on relit un peu les archives, qu'on voit ça, il y a quand même eu une hésitation dans le clan Chirac, et Bruno nous dira un peu ce qu'il en pense, mais on sent quand même qu'ils ont été vraiment un peu tiraillés entre ce que dit Chirac, c'est-à-dire le risque de banaliser, mais peut-être aussi le risque d'installer un peu plus durablement, de valider les thèses du Rassemblement National, du Front National à l'époque, et de finalement d'en faire un candidat beaucoup plus redoutable, parce que à l'époque, Jean-Marie Le Pen, la démagogie la plus outrancière, il n'y a pas de limite. Donc ce débat aurait pu ressembler à pas grand-chose. Mais surtout, Chirac pouvait mettre le doigt sur, ou en tout cas se mettre dans l'engrenage de la démagogie. Ça aurait pu être compliqué. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont hésité et à la fin, ils ont dit non. Oui, il y avait deux arguments chez Chirac. C'était on ne débat pas avec l'extrême droite et on la combat. Argument que
Ceux qui se réclament de lui aujourd'hui semblent avoir bien oublié au passage. Et l'autre argument, qui était distillé en effet un peu plus en privé, c'était qu'avec Le Pen, Jean-Marie, ça pouvait partir dans tous les sens, et on savait jamais comment ça pouvait tourner, ce qui pouvait sortir comme énormité. Donc il n'y avait pas vraiment de débat possible. Finalement, d'une certaine manière, le débat d'il y a 5 ans entre sa fille et Emmanuel Macron a donné un peu de crédit à cette thèse, parce que on va voir ce que ça va donner cette année. Je pense que ça sera pas la même chose. Mais il y a 5 ans, c'était aussi quand même un peu n'importe quoi. Vous vous souvenez que Marine Le Pen était partie en vrille. Donc, elle a d'une certaine manière, elle a donné raison à Jacques Chirac 15 ans après de ne pas avoir débattu. Et surtout qu'elle est, comme on dit, dédiabolisée, mais son père, c'était quand même un personnage autre. Enfin, il est toujours vivant. C'est un personnage terriblement, qui peut être en plus imprévisible. Souvenons-nous de sa première apparition à la télévision, L'heure de vérité. Alors c'était bien avant le débat, c'était en 1984. Mais où tout d'un coup, il se lève pour observer 1 minute de silence à la mémoire des victimes du Goulag en pleine émission. Une autre fois, il se met à chanter la Marseillaise. Donc, il pouvait se passer n'importe quoi dans ce débat. Donc, il y en a pas eu. C'était dommage parce que tout le monde était un peu frustré, mais ça valait sans doute mieux. Cette année, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont donc se confronter pour la 2e fois, et on a eu envie de revenir sur quelques moments forts de débat de l'entre-deux tours pour en tirer des leçons et se demander quelle est la bonne recette, s'il y en a une, pour gagner ce débat. On pourrait dire que la règle numéro 1, c'est la petite phrase bien sentie, tu trouveras. Et pour illustrer cette règle, rien de mieux que les 2 oppositions entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. La première fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 1974. Et un échange de ce débat a traversé les décennies. On va l'écouter tout de suite. C'est d'abord François Mitterrand qui parle et ensuite Valéry Giscard d'Estaing. Le moment est venu, monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est cela, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Cette petite phrase a terrassé François Mitterrand et à la fin, il a perdu l'élection. Alors, est-ce qu'une élection peut se perdre en une phrase ? On imagine que non, mais est-ce que cette phrase, en tout cas, a contribué à cet échec au final ? Alors, l'élection de 1974, il ne faut pas oublier qu'elle a été très serrée. C'est la plus serrée de toutes celles de la Ve République. Oui, puisqu'il y a eu 50,81%. 50,8 face à 49,2. Giscard est élu, en fait, avec les voix de l'Outre-mer. Sans l'Outre-mer, il n'aurait pas été élu. Si la majorité avait été fixée déjà à 18 ans, ce qu'il a fait plus tard, il n'aurait pas été élu. Et il y a eu un record de participation. On était à 88% de participation. Ça fait rêver aujourd'hui. Le record absolu. Donc c'était une élection passionnée, très très tendue, avec vraiment 2 blocs, droite contre gauche, assez cohérents, parce qu'il y avait encore l'Union de la gauche, programme commun, et les gaullistes qui soutenaient malgré tout, malgré la défaite de Chaban, qui soutenaient Giscard. Donc le débat a eu évidemment un impact, comme celui dont je parlais tout à l'heure, Nixon-Kennedy, autre élection très serrée. À ce moment-là, on parlait beaucoup de ce débat en 1974, et visiblement, enfin tous les observateurs de l'époque s'accordaient à considérer que l'élection s'était jouée au cours de ce débat, et notamment que ce débat lui-même s'était joué avec cette petite phrase dont on a su après qu'elle n'était pas spontanée, que Giscard l'avait préparée, il voulait la placer à un moment donné, et Mitterrand la lui a offert sur un plateau. Il offre le boulevard. Mais ce qui est intéressant dans cette élection, et ce qui accrédite ce que dit Bruno, c'est qu'au premier tour de la présidentielle de 1974, c'est bien Mitterrand qui arrive en tête. Et je parle sous le contrôle de Bruno, et Giscard arrive en deuxième. Oui, au premier tour. De la gauche unie. Voilà, exactement. Il a 43% des voix. Exactement. Et c'est là où on voit l'impact de ce débat, mais aussi après finalement de l'écrémage qui s'est passé avec tous ceux qui ne sont pas qualifiés. Mais Mitterrand arrive bien en tête du premier tour, ce qui est déjà pas rien, et il perd d'une courte tête cette élection présidentielle, puisque c'est la plus serrée. Il y a un retournement dans l'entre-deux tours. Ce débat y a certainement contribué, mais si on veut aller au-delà, Giscard, et on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, et comparaison n'est pas raison, bien entendu, mais a fait une vraie campagne au centre.
c'est quand même l'expression du centre qui arrive, qui est en train de montrer qu'il a une pertinence politique. Ce positionnement-là n'est pas incohérent sur l'échiquier politique. Au contraire, il peut s'avérer gagnant. Alors, il n'a pas tout le temps gagné, puisqu'il va perdre 7 ans plus tard. Mais là, il arrive à s'imposer face aux candidats de la gauche unie, comme le disait Bruno. Après, cette petite phrase, c'est toujours assez savoureux de les écouter avec autant d'années de recul. On voit néanmoins qu'on a affaire à des politiques chevronnés. Je veux dire, Giscard était ministre de l'économie, il fait partie du rouage, on a des gens cultivés, intelligents, etc. Et on n'est pas sur de l'invective. Voilà, on est sur des propos qui font mouche, qui sont ciselés. Et Bruno le rappelait, Giscard voulait placer cette phrase, mais on n'est pas là c'est pas une punchline, comme on dirait aujourd'hui, qui veut casser quelque chose ou s'imposer. On dirait ça. On dirait que mais c'est ça, mais ça va au-delà, parce que on rentre c'est de la petite phrase, c'est plutôt de la dentelle. C'est vraiment de la dentelle et ça marche aussi bien et c'est très efficace parce que ça traverse le temps. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que à l'époque, Giscard possède beaucoup mieux l'outil télévision. Il maîtrise parfaitement cet outil. Il intervenait souvent comme ministre des Finances, ce qui n'était pas encore le cas de François Mitterrand, qui après va rattraper son retard, surtout quand il deviendra président et deviendra un maître. On va en reparler d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Et 7 ans plus tard, donc en 81, deuxième débat de l'entre-deux-tours entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et François Mitterrand, c'est une de ces phrases qu'on retient maintenant. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. On imagine la satisfaction à ce moment-là de François Mitterrand qui dit cette petite phrase. C'est quoi ? Ça ressemble presque à une revanche 7 ans plus tard. Ah bah oui, là clairement c'est ce que disait Bruno. Il a appris les codes, il est revenu au niveau et cette petite phrase aussi est travaillée, bien entendu. Là on est vraiment dans l'exercice politique et l'exercice du débat doit amener à des différences. On peut faire des différences sur des propositions, mais à un moment, il faut quelque chose qui soit un peu plus saillant, qui imprime, qui marque l'opinion. Et là, manifestement, François Mitterrand a trouvé une formule. Maintenant, cette élection se joue dans un contexte très particulier. Voilà, on sait que Chirac est à la manœuvre, il y a des trahisons, la situation politique n'est pas du tout la même. Alors certes, il y a cette petite phrase, il y a ce débat, mais il y a un contexte politique qu'on ne peut pas ignorer dans le résultat de l'élection présidentielle de 1981. Et visiblement, François Mitterrand avait été quand même traumatisé par ce débat de 74, et vous parliez justement de ce deuxième débat où François Mitterrand était beaucoup plus préparé, et où il a visiblement imposé aussi de nombreuses règles à Valéry Giscard d'Estaing et aux télévisions. Alors je parlais un peu de teasing, je parlais surtout du troisième débat, qu'on va évoquer ensuite avec Chirac. Mais déjà le deuxième, il a progressé. Surtout, on peut imaginer qu'il a ruminé, il a eu 7 ans pour ruminer son échec, c'est quand même très long, sa défaite, et ce débat, qui n'était pas complètement raté, parce que c'était quand même un débat de grande qualité de part et d'autre, mais dont on considère qu'il l'a perdu. Donc il s'est préparé, il est bien décidé à ne pas se faire avoir une seconde fois par Valéry Giscard d'Estaing. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est dans le même état d'esprit que l'était François Mitterrand à l'époque, même si Mitterrand avait été beaucoup plus brillant en 74 que Marine Le Pen l'a été il y a 5 ans. Je m'empresse de le préciser. Mais il est décidé à ne pas se faire avoir une seconde fois, et il se prépare beaucoup mieux, et donc il cisèle lui aussi un certain nombre de formules, mais moi je dirais que c'est peut-être pas celle-ci était préparée. Honnêtement, je la trouve un peu téléphonée. Bon, elle a fait mouche un peu sur le moment, je crois qu'elle a beaucoup resservi ensuite, mais il y en a une autre qui, je pense, a été beaucoup plus spontanée. Il y a eu un autre passage du débat où Giscard l'interroge sur le prix de l'inflation, parce que oui, vous vous souvenez qu'en 74, non, vous vous en souvenez pas, mais en 74, il l'avait interrogé, je crois, sur le prix de la baguette de pain, et Mitterrand n'avait pas su répondre. Et là, Giscard interroge Mitterrand 7 ans plus tard sur quel est le taux d'inflation de l'Allemagne, quel est le différentiel de l'inflation avec l'Allemagne, quel est le déficit de la balance ou l'excédent, je ne sais plus comment on en était, ou du budget de la balance commerciale, etc. Et au bout d'un moment, donc Giscard très professoral, et Mitterrand s'agace et il dit mais Monsieur Giscard d'Estaing, je ne suis pas votre élève, je vais répondre, lui dit-il, mais je ne suis pas laissez-moi vous dire une chose, je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Et ça c'est
C'est terrible parce que ça fait ressortir l'image d'un Giscard qui, à la fin de son septennat, il faut bien le dire, était devenu assez insupportable. Il passait alors là pour le coup, pour très arrogant, un peu hautain, et je pense que ce moment-là a catalysé l'espèce de rejet de Giscard sur lequel Mitterrand a surfé pour sa victoire. Et surtout, juste un mot, mais c'est que ce débat a eu une audience considérable à la télévision. Ça fait partie des 2 débats qui ont eu le plus de téléspectateurs, presque 30 millions de téléspectateurs. Et celui de 88 aussi a très très bien marché. Ça reste encore les références en termes d'audience pour un débat de l'entre-deux tours. Pour finir sur ce débat de 74, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que François Mitterrand avait visiblement fait une liste de 21 règles imposées. Donc il y avait, parmi les demandes, il n'y avait pas de plan de coupe, pas de journaliste de l'ORTF, un éclairage bien particulier. On peut se demander si c'était des caprices, mais en tout cas, ma question, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, ça se passe toujours comme ça, une préparation de débat? Est-ce qu'il y a des négociations entre les 2 camps sur le moindre petit détail? Oui, tout est négocié parce que là, c'est tellement important. En plus, il y a plusieurs chaînes qui retransmettent le débat. De mémoire, il me semble que le précédent 2017, plusieurs chaînes avaient retransmis en même temps le débat. Hein. Je parle sous contrôle de Bruno, mais il me semble que c'était ça. Oh, il y avait, oui, honnêtement, je sais plus, mais certainement toutes les chaînes d'infos, les voilà, services retransmis. publics, sans doute TF1. Et oui, tout est observé à la loupe, tout, parce que c'est tellement considérable comme rendez-vous que après toutes les équipes veulent imposer quelque chose. Donc c'est aussi aux chaînes de télévision de savoir résister à tout ça. Maintenant, ça c'est une histoire de détail, mais là tout entre en ligne de compte, oui. Pour revenir aux règles qui peuvent s'imposer dans ce débat, la règle numéro 2, ça pourrait être « Aucune pitié, tu auras ». Pour incarner cette règle, on va de suite écouter Jacques Chirac et François Mitterrand en 1988. C'est donc le 3e débat de l'entre-deux tours de François Mitterrand face à Jacques Chirac cette fois. Et François Mitterrand est président sortant, Jacques Chirac est son Premier ministre. Et ça donne cet échange. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Terrible. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi efficace. Oui, on s'en lasse pas. Et puis encore là, on n'a que le son, mais quand on voit le regard de Mitterrand méprisant, assez méprisant, fusillant Chirac du regard. On parlait des conditions que Mitterrand avait posées en 81, dont je me souviens plus très bien, mais alors en 88, je sais qu'il avait posé une seule condition. Non, il y avait peut-être plusieurs, mais une principale, c'était la largeur de la table. Il avait dit, je veux que la table qui nous sépare fasse, alors j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 1m90. 2m10 ou 15, voilà. Et on s'est longtemps demandé, mais pourquoi 2m10 ou 15 ? C'est parce que c'était la largeur de la table qui justement séparait au Conseil des ministres Mitterrand de Chirac. C'est-à-dire Mitterrand avait voulu recréer la domination du Conseil des ministres, où lui était le président et Jacques Chirac le Premier ministre. Donc tout de suite, inconsciemment, il voulait mettre son adversaire en infériorité. Et cette petite phrase cinglante, qui je pense n'était pas préparée parce qu'il ne savait pas que Chirac allait dire ça, cette petite phrase cinglante est tout à fait à l'avenant de cette condition incroyable qu'avait posée Mitterrand. Là, l'idée, c'est quand même de rabaisser ouvertement son adversaire. C'est quoi ? C'est un coup bas, une bonne stratégie, les deux ? C'est tout ça à la fois, mais c'est surtout une grande habileté. On a là 2 grands professionnels de la vie politique. Là, vraiment, on rentre dans ce qui s'est fait de mieux en termes de longévité, d'expérience. Et en matière de coups bas et de coups tordus, et l'un et l'autre sont quand même des orfèvres en la matière. Mais sur un débat, il y a ce qu'on a préparé, donc les arguments, les propositions qu'on va vouloir mettre sur la table. Et c'est quelque chose qu'on voit arriver quand on refait on refait défiler l'histoire. C'est qu'on retient des petites phrases qui ne renvoient pas à des programmes, qui ne renvoient pas à des propositions, à des arguments. C'est de la spontanéité plus ou moins travaillée. On l'a vu dans des précédents débats où Giscard voulait placer absolument cette petite phrase, où certains sont écrites et on arrive à les placer. Là, on est plutôt dans un exercice d'une spontanéité totale, mais qui est absolument sublime. Donc oui, c'est un vrai coup bas, parce que c'est un vrai combat.
Et ce débat-là était donc très spécial puisqu'il a eu lieu, on l'a dit plusieurs fois, là, entre un président et son Premier ministre. Ça a été aussi l'occasion d'une passe d'armes entre les deux candidats à propos de l'affaire Gorgi, officiellement traducteur à l'ambassade d'Iran à Paris, supposément impliqué dans l'attentat de la rue de Rennes. Bruno, Jefferson, je ne sais pas lequel des deux, Bruno peut-être. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette affaire s'est immiscée dans ce débat en 1988 ? Alors c'était l'époque où il y avait les otages au Liban, et vous savez, on en a déjà parlé dans un précédent podcast, le gouvernement Chirac, donc 2-3 jours après ce débat, peut-être même au lendemain, va réussir à faire libérer les 4 otages, notamment Philippe Rochaud et puis une équipe de France 2 de télévision qui étaient détenus depuis plusieurs mois au Liban. Et donc il y avait une espèce de guerre sourde entre l'Iran et la France, et ce Gorgi, qui était un diplomate de l'ambassade, avait été accusé d'être complice du meurtre ou de la tentative d'assassinat de Chapour Bakhtiar, qui avait été le premier ministre du Shah d'Iran et qui s'était réfugié à Paris. Je connais plus bien les fonds de l'affaire, mais il y avait clairement une polémique pour savoir s'il fallait expulser Gorgi ou pas entre Chirac et Mitterrand, et c'est ce qui ressort à l'occasion de ce débat. Et Mitterrand ment effrontément, et là pour le coup c'est avéré, en accusant Chirac ou en prétendant d'avoir fait quelque chose à propos de Gorgi. Il ment effrontément, et Chirac lui a cette formule: vous avez un culot d'acier, Monsieur Mitterrand. C'est une autre phrase qui est restée dans ce débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ce débat, il a ressorti une tension terrible. C'était vraiment un combat à mort entre deux, comme le dit Jefferson, entre deux fauves, entre deux bêtes politiques qui s'étaient affrontés en sourdine pendant 2 ans avec la cohabitation, qui s'étaient côtoyés mais affrontés à fleur et moucheté, et là on sentait que tout ressort, tout le contentieux, toute la haine accumulée ressortait pendant ce débat. Jamais je n'ai vu, même avant Macron-Le Pen, on n'a jamais vu un débat aussi tendu entre deux personnalités. Et la politique étant ce qu'elle est, Mitterrand remporte ce débat et l'élection très largement quelques jours plus tard. Mais 7 ans après, il favorise plutôt l'élection de Jacques Chirac, et ensuite les deux hommes auront des relations apaisées. Comme quoi, c'est avec les fauves politiques, tout est possible, mais là c'était extrêmement tendu, et cette affaire Gorgi a été le summum de ce point de tension. Et ce qui est intéressant là-dessus, au-delà de l'affaire Gorgi, c'est que dans ce débat-là, on a un président de la République face au Premier ministre. Ces deux positions antagonistes, Bruno le disait, c'est la cohabitation. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans notre vie politique contemporaine. Oui, ça, c'est la première cohabitation. C'est la première cohabitation. Et donc, on est sur un format politique qui est inédit, qui va se répéter. Mais si on prend les 3 dernières élections présidentielles, on n'a plus de Premier ministre face à un président de la République. Ça change beaucoup de choses. Le dernier qui aurait pu le faire, c'était Manuel Valls, quand il est sorti de Matignon pour faire la primaire de la gauche en janvier 2017. On sait comment ça s'est... En 2017, oui, c'est ça, il a perdu face à Benoît Hamon. Le poste de Premier ministre, on le sait, c'est un objectif, c'est un palier important dans une vie politique, mais de passer de Premier ministre à Président de la République, la marche est encore plus haute, et c'est des formats qu'on ne voit plus aujourd'hui. Qu'on a failli revoir en 2002, on parlait de 2002, l'absence de débat qui était prévu normalement, c'était entre Chirac et Jospin, à l'issue, alors là, de 5 ans de cohabitation, et qui avait été également extrêmement tendu, et donc on peut imaginer que le débat l'aurait été éminemment, parce que Jospin, là pour le coup, aurait accusé Jospin considérait Chirac comme un menteur, qui lui mentait tout le temps. Il y avait eu cette polémique sur les farines animales, je me souviens, en 2000, et donc il aurait accusé de mensonge. Ça aurait été un débat, je pense, au moins aussi tendu que Mitterrand-Chirac, alors que celui de 95, Chirac et Jospin s'étaient déjà affrontés en 1995. C'est un débat qui a laissé moins de traces, mais il avait été beaucoup plus serein, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'enjeu. Chirac était le grand favori, la gauche ne pouvait pas espérer gagner. Il n'y avait pas encore de contentieux. Chirac et Jospin étaient des adversaires politiques, mais il n'y avait pas de contentieux entre les deux hommes. Et donc, ça avait été un débat presque un peu ennuyeux à force d'être courtois,
Et Mitterrand, encore lui, avait eu, qui était encore président pour quelques jours, avait eu cette formule. Il avait dit, c'était vraiment un match nul. Il n'avait pas dit c'était match nul entre les deux, mais c'était un match nul. En tout cas, cette affaire Gorgi, c'est une très bonne transition vers la règle numéro 3, les fausses informations, tu éviteras. Et donc, on va revenir sur le premier débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen de 2017. On fait un petit bond dans le temps. Pendant ce débat, voilà ce que a dit Marine Le Pen à un moment. L'institution judiciaire, elle est forte dans notre pays. Mais oui, Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire. J'espère qu'on n'apprendra pas Madame que Le vous Pen. avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame moi. Le Pen, Non, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Marine Le Pen, elle sous-entend ici une information qui est en fait complètement fausse. C'était une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux, alimentée par des faux documents grossiers. Elle a voulu jouer et elle a perdu. Parce que là, en plus, ça s'est su quelques jours après qu'elle avait complètement menti. Elle a complètement perdu. Et là où on voit, alors on va pas reprendre la formule, c'était un match nul, parce que c'était pas un match nul ce débat, c'est un débat aussi très tendu. Mais on a vu toute la faiblesse d'une candidate. On a vu une candidate qui n'était pas du tout faite pour la fonction, qui n'était pas à la hauteur, et qui, quand on est dans un débat de l'entre-deux tours pour la présidentielle, relayer des fake news, surtout aujourd'hui où on démonte tout, on vérifie tout, où tout est fact-checké, c'est catastrophique. C'est catastrophique d'un point de vue de l'image, de la considération de l'adversaire, parce que même si le débat peut être tendu, même s'il peut y avoir des petites phrases, on doit rester dans un esprit républicain. Et si à ce niveau-là de la vie politique, vous commencez à relayer, à vous faire l'avocat des fake news, c'est catastrophique. Et là, c'était une parmi tant d'autres, parce que le débat, elle est complètement, on l'a dit, elle a traversé ce débat, mais c'était affligeant. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que finalement, ce n'est pas si on peut s'en remettre d'un tel échec. On ne savait pas quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, on ne savait pas si elle pourrait s'en remettre. Au final, on voit qu'on peut surmonter de tels échecs, mais sur le moment, ça a été terrible pour elle. Et oui, ce débat de Marine Le Pen, tout le monde s'est accordé à dire qu'il était complètement loupé. Pour le débat à venir, on imagine qu'elle s'est entraînée. Est-ce que vous avez une idée justement de comment Emmanuel Macron ou Marine Le Pen se préparent à ce débat de 2022 ? Ce qu'on sait, c'est que Marine Le Pen a dégagé son emploi du temps pendant les 2 jours précédents. Le débat doit avoir lieu le 20 avril, le mercredi, et le mardi, mercredi, peut-être même le lundi de Pâques, elle n'a rien prévu. Elle se prépare et elle bûche. Ce qu'elle n'avait pas fait il y a 5 ans. Elle a reconnu ça, qu'elle avait fait des erreurs. Elle n'avait pas assez travaillé. En plus, il y avait des tas de gens. Elle nous l'a raconté qui lui apportait une fiche, qui lui disait une chose, quelqu'un qui lui disait autre chose. Donc tout ça était très confus. En plus, elle avait fait un déplacement assez lointain. Je me demande même si c'était pas aux Antilles. Je parle sous le contrôle de Jefferson. Je sais plus. Mais en tout cas, elle était crevée, elle était fatiguée. En plus, et elle avait eu un zona à l'œil, enfin une espèce d'allergie qui l'avait en plus affaiblie. Donc il y avait vraiment tout contre elle. Et elle a eu ce qu'elle a fait, ce qu'on vient d'entendre sur les Bahamas, même si c'est juste insinué, c'est totalement indigne. On n'est plus dans l'affaire Gorgi. Il y a un mensonge de Mitterrand, mais je dirais c'est un mensonge d'État. C'est une affaire qui a vraiment existé. Chacun a sa version. Il y en a un qui ment, mais c'est des choses qui ont existé. Là, elle relaie un truc qui est totalement inventé. Et ça, c'est indigne. C'est là qu'on voit qu'on a changé d'époque. Et on le voit aussi à un autre signe. Vous avez entendu, ils parlent en même temps. C'est le cas de dire. Ils parlent tous les deux. On comprenait rien pendant ce débat. Ils parlaient tout le temps, tous les deux, l'un sur l'autre. Or, si vous écoutez les débats qu'on a écoutés précédemment, les adversaires, aussi coriaces soient-ils, se laissent parler et répondent. Et c'était quand même plus agréable à écouter. Dans cette élection, il y a aussi l'équation de la personnalité d'Emmanuel Macron. C'était la grande inconnue de ce premier tour. Et finalement, il sort à presque 28% des voix. C'était pas forcément vu, même presque personne ne l'avait vu, puisque les sondages nous donnaient tous à un 24-24, un 24-23, un 25-24. Bon, on était sur quelque chose de très serré. Il y a un écart significatif entre les deux, mais Emmanuel Macron a besoin d'aller chercher des voix, a besoin de convaincre, et il a besoin de convaincre en dehors de sa base. Et sauf qu'on n'est plus 5 ans avant, on n'est plus dans un candidat simple comme les autres, on est face au président sortant qui arrive avec 5 ans derrière lui, 5 ans de bilan, 5 ans là aussi de petites phrases, 5 ans de ratés,
remonté, mais aussi 5 ans de résultats. Le chômage n'a jamais été aussi bas, il y a eu des baisses d'impôts, il y a eu des crises inédites, voilà, tout ça a été surmonté, mais en tout cas, il arrive, et on va reprendre le mot de François Mitterrand, il arrive avec un passif. Il n'arrive pas seulement avec un passé, il arrive aussi avec un passif. Pour Marine Le Pen, l'enjeu, c'est de gagner. L'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de ne pas perdre et d'être réélu, mais donc de gagner. Mais les conditions sont radicalement différentes. Et là, pour le coup, je pense qu'on remet les compteurs à zéro. En tout cas, pour revenir à ce que vous avez dit à un moment, Bruno, sur justement cet extrait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui, durant tout le débat, ont parlé en même temps, où c'était vraiment incompréhensible. Ça nous amène en fait à cette règle numéro 4, pour mener à bien un débat, ton calme, tu garderas. Et à un autre extrait d'un autre débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec non, cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Bon. En 2017, Ségolène Royal, elle a été interrogée par BFM à propos justement de cet extrait, de cette colère. Et elle a dit, c'est curieux qu'on ait retenu ça parce que à la fin du débat, Nicolas Sarkozy, il était très mécontent et mes supporters étaient très heureux. Et c'est après qu'il y a eu un match, qu'il y a eu une bataille de communication. La révolte fait partie de la construction politique et c'est parce qu'il y a des révoltes qu'on avance et qu'on se bat pour la justice. Même avec cette explication, est-ce qu'un débat, c'est le moment d'avoir une colère, aussi saine soit-elle ? Oui, alors c'est vrai que la perception d'un débat n'est pas toujours la même sur le moment et après. Quelquefois, l'opinion publique décide, parfois 3-4 jours après, qu'un tel a été vainqueur. Ça avait été le cas, non pas dans un débat de présidentiel, mais un débat avant les législatives de 86 entre Chirac déjà et Laurent Fabius, qui était Premier ministre. Vous vous souvenez peut-être de ça, Chirac disant à Fabius d'arrêter d'aboyer comme un roquet. Si je vois vous dites non, mais je suis sûr que ça vous dit quelque chose parce que c'est resté dans les annales. Et sur le moment, les observateurs avaient considéré que c'était match nul. Et puis 2-3 jours après, les choses avaient infusé et on avait considéré que Chirac l'avait nettement emporté sur Fabius, qui s'était montré beaucoup trop arrogant envers le maire de Paris qu'il était à l'époque. Je reviens à votre question, pardon, Maude. Cette colère elle était préparée. C'était une fausse colère. C'était pas une saine colère comme elle a dit. Elle avait visiblement décidé de faire un coup et il s'agissait de déstabiliser Nicolas Sarkozy, de l'amener à s'énerver. Ce qu'avait peut-être essayé de faire aussi Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. C'était aussi sa stratégie. Et ça ne marche pas. Et la réplique de Nicolas Sarkozy disant pour être président de la République, il vaut mieux être calme. Alors avec le recul, quand on a vu tout le quinquennat de Sarkozy, ça peut faire sourire. Mais sur le moment, ça avait quand même impressionné parce qu'à la grande surprise de tout le monde, Nicolas Sarkozy avait vraiment gardé son calme face à une Ségolène Royal qui avait du coup amené cette fausse colère. Et il est clair qu'il avait remporté ce débat, il a été meilleur, plus convaincant, plus solide. C'est peut-être pas ça lui a fait gagner l'élection présidentielle, puisqu'il avait déjà de la marge, mais en tout cas, ça l'a aidé. Ouais, c'était quand même le favori. Donc il partait déjà dans une autre perspective, dans une autre dynamique. Mais bon, Ségolène Royal, c'est quand même la commedia dell'arte du matin au soir. Je veux dire, faut être clair, ce débat, ce n'est juste qu'une expression, mais tout le reste, c'était quand même ça aussi. Donc il y avait quand même un problème de crédibilité sur ce débat-là. Bon, Nicolas Sarkozy l'a emporté, mais de fait... Quand on arrive, il y a encore une sélection à ce niveau-là. Il y a quand même des candidats. On a parlé d'anciens premiers ministres qui étaient face à des présidents de la République. Quand on est président de la République, ça vous donne une étoffe. Quand vous vous représentez aussi, ça dit quelque chose de vous. C'est pas pour autant que ça gagne, mais ça dit quelque chose de vous. Là, Ségolène Royal, ça avait déjà été une surprise. Elle avait gagné la primaire de la gauche. On en a parlé dans plusieurs podcasts. Bon, au PS, je pense qu'ils étaient quand même très contents qu'elle trébuche. Je veux dire, c'était quand même
même la guerre des courants, elle n'était pas appréciée, cette campagne était infernale pour Ségolène Royal. Donc voilà, et puis c'était une comédie, cette fausse colère. Je veux dire, il n'y a rien de crédible là-dedans. Donc les candidats on peut trouver des artifices, mais enfin il ne s'agit pas d'être grossier non plus. Sinon ça se voit, on en revient à l'histoire des comptes offshore aux Bahamas. Voilà, à un moment, vous êtes en direct, il y a des millions de Français qui vous regardent. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de tomber dans la caricature, parce que c'est là où vous perdez des points. Je pense qu'on attend autre chose. Et surtout, on attend autre chose parce qu'on commence à avoir une belle expérience du débat présidentiel. C'est quand on en a revisité quelques-uns. Il y a eu des grands moments de télévision, des grands moments de débat, d'explication. Et on a vu aussi des fortes personnalités et des personnalités politiques engagées. Donc voilà, je pense que c'est un exercice qui supporte extrêmement mal la médiocrité et surtout l'amateurisme et la comédie. Bah écoutez, je vous remercie, Bruno et Jefferson. On regardera évidemment ce débat avec attention. On verra si tout ce qu'on a dit ici était juste ou pas. Merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou votre plateforme d'écoute habituelle. Et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve après le second tour, Bruno, Jefferson, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci Maud. Au revoir.